Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les outils de Crowd Simulation dans TyFlow. Donc on va voir comment faire de la foule, mais aussi comment faire du ragdoll. Et tout ça, on va pouvoir le faire grâce à un outil qui s'appelle le TyActor. Donc si on vient ici dans les opérateurs TyFlow, dans les violets clairs, ici on a les actors. Alors ces actors, ils vont nous permettre d'importer dans TyFlow des objets qui vont conserver leur hiérarchie. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez qu'ici, si on vient dans les helpers TyFlow, on voit qu'on a des objets disponibles, donc le TyIcon, TyWine, etc. On voit ici qu'on a le TyActor, donc je vais en créer un dans ma scène. Donc c'est une icône dans laquelle je vais pouvoir aller chercher différents objets. Alors le TyActor, c'est un peu comme le Shape Operator, il va pouvoir importer des objets. La différence, c'est qu'on va pouvoir conserver la hiérarchie de nos objets. Alors vous allez comprendre. Alors pour commencer, il va nous falloir déjà un personnage. Donc pour ça, moi je vais aller sur le site Milos Cerny Animation et je vais télécharger le loup. La technique que je vais vous montrer en somme, elle fonctionne sur tous les personnages, donc vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement le même modèle que le mien. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il est déjà animé et qu'il est plutôt simple en termes de rig et de setup, vous allez voir. Donc voilà, j'ai importé mon personnage dans ma scène, donc j'ai le modèle ici qui est skinné sur le rig. Alors le rig sont tous ces objets. Maintenant, si je veux l'importer dans TyFlow, je vais simplement venir placer mon acteur au niveau de la base du cat et je vais venir ouvrir mon TyFlow. Donc ici, j'ai mon helper qui s'appelle donc le TyActor. Je vais venir rajouter dans mon helper la géométrie, donc le modèle de mon personnage, donc le loup, et je vais venir importer ce helper, donc ce TyActor, dans un opérateur qui s'appelle actor ici. Donc je viens rajouter mon helper dans mon actor. Nous, pour l'instant, on n'a qu'un seul actor, ça va être le wolf ici, donc le TyActor 01. Je peux le renommer par exemple Wolf TyActor. Voilà. Donc ça ressemble un peu au Shape Operator. La différence, c'est qu'on importe dedans des actors. D'accord? Je vais venir chercher un preset de particules. Simple Icon TyFlow. Voilà. Donc je vais la décaler de façon à bien l'avoir à côté de mon loup. Et j'enlève mon shape, mon speed, mon mesh. Je viens simplement déposer ici mon actor. Vous voyez que tout de suite, j'ai une horde de personnages qui sont apparus. Donc je vais en mettre une dizaine. Si on se déplace dans la timeline, il n'y a aucune animation pour l'instant, c'est normal. Donc pour l'instant, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a nos particules mères, celles qui sont en dessous de chaque loup. Donc ce sont ces particules qu'on va driver, qu'on va déplacer pour déplacer nos personnages. On voit qu'on a également le mesh du loup, ainsi que son rig. Si on va dans les propriétés de l'actor, on voit qu'on a ici une option pour générer un mesh, donc un skinned mesh. Si je ne l'active pas, évidemment, le mesh disparaît. Et on voit qu'on a des paramètres qui concernent le test. Donc la sortie ici de l'opérateur actor. On voit que par défaut, si on utilise cette sortie, ce sont les acteurs rig particules qui vont être envoyés dans l'autre event. D'accord? Maintenant, si j'affiche le nombre de particules, on voit que mes bones ont été envoyés dans cet event. Alors pour l'instant, le display ne les affiche pas. Je vais repasser ici en géométrie. Voilà. Ce qu'on peut faire pour alléger un peu le viewport, c'est désactiver le mesh généré par l'actor. Ça consomme beaucoup plus de ressources d'avoir un mesh activé. Maintenant, si je veux récupérer l'animation de mes personnages dans mon TyFlow, ce que je peux faire, c'est commencer par désactiver temporairement le TyFlow. Je vais mettre en vue de côté et je vais venir regarder combien de temps dure un cycle d'animation. Donc on va partir de la frame 0. On va prendre par exemple pour repère cette patte. Donc on voit qu'elle est ici. On voit qu'il n'y a aucune différence entre la frame 18 et la frame 0. Donc j'en conclus que mon cycle d'animation dure ici 18 frames. Donc je vais retourner dans mon TyActor et je vais dérouler l'onglet Animation. Donc c'est ici qu'on va pouvoir générer des séquences d'animation et les importer dans TyFlow. Donc j'ajoute une séquence d'animation en cliquant sur Add. Je vais la nommer en course. Voilà. De 0 à 18 frames donc. Et je vais venir maintenant chercher dans mon TyFlow un actor animation. Je vais le mettre en dessous de mon actor. Donc l'actor animation, c'est tout simplement l'opérateur qui va nous permettre de jouer les différentes séquences d'animation de nos acteurs. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres. Tout au-dessus, on a l'action effectuée par l'opérateur. Donc nous, il est bien en play animation, donc ça nous convient, on va le laisser comme ça. On a également des options pour arrêter l'animation, inclure une animation dans une autre animation, exclure une animation. Et ici, je vais pouvoir chercher la séquence que j'ai créée dans mon TyActor, donc la séquence course. Voilà. Et si je réactive mon TyFlow, je vois que j'ai bien une séquence d'animation qui est jouée. Je peux venir cocher ici l'option Loop pour faire boucler mon animation. Voilà. Si je réactive mon mesh et que je désactive ma géométrie, on voit que les loups récupèrent bien l'animation du perso. On voit déjà qu'il y a une interpénétration entre les loups, donc ça serait bien de pouvoir les séparer éventuellement. Donc on va venir chercher un opérateur qui s'appelle Particle Physics. On va le positionner ici. On veut que la séparation se fasse au début.
Donc on n'a pas besoin que l'opérateur agisse en continu, on peut simplement le mettre on event on tree. On va venir chercher un absolute radius, on va l'afficher, et on va venir faire grossir le radius. Alors moi je suis en mètres, hein, donc je vais mettre 1 mètre de radius. Le problème, vous voyez, c'est que ça a donné une impulsion à nos particules. Donc il y a une vélocité qui a été donnée à cause de la séparation, et du coup les particules font n'importe quoi. Donc pour régler ce problème, on va simplement ici décocher l'option Integrate into Bind Solver, lui demander d'affecter que la position et non pas la vélocité. Et là, nos particules ont été séparées à la frame 0 au moment où elles sont rentrées dans l'event, et le fait qu'elles se repoussent n'a pas créé de vélocité. D'accord? Donc je vais simplement désactiver l'affichage de mes collision shapes. Voilà, maintenant on va pouvoir ajouter éventuellement un peu de variation pour casser le côté synchronisé de l'animation. Donc on sait que le cycle d'animation dure 18 frames, on va pouvoir comme ça rajouter par exemple 18 frames de variation, voilà. Et là on voit que nos loups ont bien une variation sur leur animation. Ok. Maintenant si on veut faire bouger un peu tout ça, ce qu'on peut faire éventuellement c'est créer une spline. Donc je vais me mettre en vue de top, je vais aller chercher une spline. Voilà. Et on va venir utiliser un opérateur qui s'appelle le pass-follow. Voilà. Donc le pass-follow, c'est un opérateur qui va nous permettre de faire suivre une spline à des particules. Donc on va venir piquer la spline et on voit que nos particules se déplacent. D'accord? On voit que ça crée d'autres problèmes puisque mes personnages ne suivent pas correctement la spline et ils ne restent pas non plus accrochés au sol. Donc déjà, pour régler le problème du sol, on va venir créer un plan. On va venir chercher un object bind. Alors l'object bind, c'est un peu l'équivalent du lockbound dans Pflow. C'est un opérateur qui va nous permettre de coller nos particules sur des objets. Donc moi, ce que je veux ici, c'est que mon object bind n'affecte que la position et non pas la rotation ni le scale. Donc je vais décocher rotation et scale. Je veux simplement que mes particules restent collées au plane. Ensuite, j'ai une liste dans laquelle je vais pouvoir choisir les objets sur lesquels je veux que mes particules restent collées. Donc je vais venir chercher mon plane. Donc là, on voit qu'on a perdu toutes nos informations de vélocité. Si on regarde un peu plus bas, on voit qu'on a différents modes de bindings. Donc le mode lock to object, ça va simplement binder nos particules au pivot de l'objet. Nous, ce qu'on veut, c'est binder nos particules à la surface de l'objet. Donc on va cocher lock to surface et on veut que nos particules restent collées quoi qu'il arrive à la surface. Donc on va cocher ici l'option snap to surface. On voit qu'on n'a toujours pas d'animation. Si on déroule l'onglet bind position, on voit qu'on a tout un tas d'options pour paramétrer le comportement du position bind. Et on voit ici qu'on a un paramètre qui s'appelle friction. Donc c'est la valeur de résistance d'une particule par rapport à une force qui va essayer de la faire bouger sur la surface. Donc là on voit qu'on a une friction de 100%, c'est pour ça que nos particules ne bougent pas. Si je la passe à 0, on voit qu'on récupère l'animation de nos particules et qu'en même temps nos particules restent collées à la surface, donc à notre plane ici. Donc on voit que nos particules ne suivent pas vraiment la spline. Alors pour ça on peut déjà venir utiliser un slow. Donc c'est un opérateur qui marche plutôt bien en combinaison d'un pass-follow. Ça va avoir tendance à maintenir un peu les particules au niveau du pass-follow. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dans les paramètres du pass-follow, venir augmenter un peu la traction dans la velocity. Donc je vous rappelle que moi je suis en mètres, donc il faudra adapter évidemment à votre valeur d'unité dans laquelle vous travaillez dans Max. Alors pour l'instant, on peut dire que ça me convient. Je vais simplement venir rajouter un opérateur rotation de façon à ce que mes loups se dirigent toujours dans la direction dans laquelle ils vont. Donc là, de base, il est en random 3D. Je vais le mettre en travel direction. Alors les axes par défaut sont pas les bons. On va essayer de trouver le bon axe. Alors ça a l'air d'être ça. J'ai réactivé mon slow. Et là, on voit que mes loups suivent bien la direction de ma spline. Par défaut, la valeur d'interpolation du rotation elle est de 1. On peut éventuellement la passer à 0,5 par exemple, de façon à ce que les rotations soient moins brutales. On peut maintenant rajouter un opérateur qui s'appelle le flock. Donc c'est un opérateur qui va nous permettre de donner à nos particules un comportement de foule, c'est-à-dire que chaque particule va être influencée un petit peu par la particule d'à côté. Donc on voit qu'on a différents paramètres. Ici on a des paramètres d'alignement, de cohésion. Donc les particules vont s'influencer les unes les autres, un peu comme dans une nuée d'oiseaux finalement. On voit ici qu'on a un paramètre neighbor répulsion, donc répulsion des voisins. On voit que de base, il est à 0. Donc je vais jouer un peu avec ces valeurs. Alors moi, évidemment, j'ai des angles qui sont un peu durs à suivre, mais vous voyez que globalement, ça fonctionne. Donc je vais faire une preview. Donc là, on voit évidemment que les angles de ma spline sont assez forts, donc c'est compliqué d'avoir quelque chose de gracieux, on va dire. Donc je vais venir un peu modifier la forme de ma spline.
On va supprimer quelques points. L'intérêt du flock, c'est qu'on va aussi pouvoir faire éviter des objets à nos particules. Donc par exemple, si je viens créer, mettons un cylindre, d'accord, je le mets sur le chemin des particules. Je vais venir dans mon flock rajouter des obstacles. Donc on voit qu'on a un onglet ici qui s'appelle obstacles, un petit menu déroulant. Je vais venir rajouter mon cylindre dans la liste des obstacles et on va voir ce qui se passe. On voit que si j'augmente la distance d'influence, mon groupe de particules commence à se séparer pour éviter l'obstacle. Donc là, j'ai mis un limiteur en magnitude minimum à 0,2 m. Donc ça force mes particules à se déplacer continuellement. Moi, je ne vais pas m'en servir, c'est simplement pour vous montrer que c'est possible. Donc voilà, vous jouez un peu avec les paramètres en fonction de ce que vous voulez. Voilà, moi je vous montre des techniques. Là, on a utilisé une spline, mais c'est évidemment pas le seul moyen pour déplacer nos particules. On pourrait très bien, par exemple, utiliser à la place d'une spline un objet. Et venir utiliser ce qu'on appelle un find target. Alors le find target, c'est un opérateur qu'on va trouver ici dans les tests. D'accord, et qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de faire suivre un objet à des particules. Donc je vais venir poser mon find target, aller piquer mon objet, enlever mon pass follow, augmenter un peu la valeur de vélocité, et je peux animer comme ça. D'accord. Une fois que les particules ont atteint leur target, donc on voit ici qu'on a un test, on peut envoyer les particules dans un autre event. Donc ici, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Alors le find target, on reviendra plus en détail dans une autre vidéo sur comment il fonctionne. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs objets, vous pouvez sortir les particules dans un autre event si les particules atteignent leur cible. Vous pouvez déterminer ici la distance à partir de laquelle la cible est considérée comme atteinte par les particules. On voit ici qu'on a deux modes pour le find target, le control by velocity, qui va donner aux particules une vitesse, et le control by time, donc qui va se contrôler ici, control by time, qui va donner un certain temps aux particules pour atteindre leur cible. Donc ici, les particules ont un peu moins d'une seconde pour atteindre leur cible. Donc évidemment, ça va très vite. On va rester en control by velocity. Vous pouvez évidemment rajouter de la variation dans la vitesse, donc par exemple 25% de variation. Et ensuite ici dans le actor animation, venir demander à l'actor de lire plus ou moins vite l'animation en fonction de la vitesse de la particule. Donc l'intérêt c'est que plus un loup va se déplacer vite, plus son animation de course va se jouer vite. Donc pour ça, vous cochez l'option Multiply Speed by Velocity. Alors comment ça marche? Ici on a une valeur Velocity Threshold qui va nous permettre de déterminer une valeur de base, donc une valeur entre guillemets moyenne de vélocité. Si on retourne dans notre find target, on voit que la vélocité elle est à 1. Donc on peut considérer que notre valeur threshold ça va être 1. D'accord. Et ensuite, on a une variation de 25%. Donc notre valeur maximale, elle va être de 1,25. Le speedy minimum, on le met à 1 aussi. Donc ça, c'est la théorie. En réalité, il va falloir quand même réajuster. Là, on a l'impression que nos particules glissent un peu sur le sol. Plus on augmente cette valeur, plus l'animation, évidemment, va être rapide. Et voilà, il faut quand même tout le temps réajuster. Alors, je vais réactiver mon flock. Je peux très bien utiliser mon flock simplement pour la répulsion entre les particules. Donc j'enlève toutes les valeurs de direction, de vélocité, de cohésion, etc. Et je garde simplement le Neighbor Repulsion. Après voilà, c'est un jeu de valeurs, il va falloir trouver ce qui vous convient. Donc voilà, vous avez déjà plusieurs techniques pour pouvoir commencer un peu à jouer avec les crowd simulation. Donc rapidement, je vais vous montrer comment assigner un matériel sur nos loups. Donc là, je vais simplement reprendre celui de mon personnage référence. Donc je vais venir chercher le modèle. Donc là j'ai un multisub avec différentes couleurs qui correspondent à différents éléments du loup. Donc je vais simplement l'appliquer sur mon TileFlow. Donc je sélectionne mon TileFlow et j'applique mon matériel. Et vous voyez que mon matériel s'applique bien. Maintenant si vous avez plusieurs acteurs, vous avez dans l'opérateur acteur une option qui s'appelle Inherit
from actor nodes. Donc en fait, il suffira, par exemple, si vous avez plusieurs acteurs, d'avoir un matériel différent par personnage, donc par acteur. Donc là, mettons que j'ai 3 personnages. J'aurai le matériel de mon loup, donc le multisub qu'on a vu sur cet acteur. Ensuite, pour ce personnage-là, j'aurai un autre matériel. Et pour celui-ci, également un autre. Et ensuite, dans mon opérateur actor, ici, j'aurai mes différents acteurs. Et rendu, il va récupérer les matériaux des différents acteurs pour les appliquer sur nos mèches. Donc on les verra pas forcément dans le viewport, mais en tout cas, on les aura bien au rendu. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire du ragdoll avec ces loups. Donc on va rester sur le même système, je vais sauvegarder ma scène, je vais supprimer ma sphère et je vais enlever mon find target, je vais supprimer mon find target, je vais réactiver mon pass follow. Donc là l'idée ça va être de vous montrer comment on peut faire un peu de ragdoll à partir de nos personnages. Donc pour l'instant je vais quand même désactiver mon pass follow, je vais désactiver mon rotation, l'object bind, le flock, le slow et je vais laisser simplement le particle physics. Ok, je vais surélever l'icône sur laquelle apparaissent les loups. Et on va commencer par quelque chose de très simple, donc on va simplement faire tomber nos loups sur le sol. Je vais juste renommer cet event, je vais l'appeler rig particles, voilà. Dans cet event, on a les particules qui constituent le rig de nos acteurs, donc je vais désactiver le skin, juste pour avoir les bones. Alors évidemment, comme on a appliqué un matériel, le matériel s'applique aussi sur les bones. Ce que je peux faire éventuellement, c'est de demander au display ici de ne pas afficher le matériel sur mes particules. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de physicaliser le rig. Donc pour ça, je vais passer par un opérateur physics shape, d'accord? Je vais le mettre ici. Et là, on voit que tout de suite, les loups ont été physicalisés. Vous voyez? Alors vous remarquerez également que les particules maman, celles qui sont ici dans l'event du burst, n'ont pas bougé. Tout simplement parce qu'elles sont dans cet event. En fait, c'est un peu comme le close, il y a une forme d'interdépendance entre le rig qui va se trouver dans cet event et l'acteur qui, lui, est ici. La particule actor, ici, je vais l'afficher ici en large dots. On va la mettre en rouge pour bien la voir. Elle contient toutes sortes d'informations, donc les informations de l'acteur, et les particules rig de cet acteur seront toujours connectées à la maman, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'acteur root particule. Si vous vous souvenez, on avait parlé des particules maman et enfant. En fait, quand on spawn une particule, donc là je vais prendre l'exemple du spawn, on va voir le parent qui va spawn des enfants, d'accord? Et le parent peut faire hériter aux particules enfants certains de ses paramètres. Par exemple, on l'a vu, la vélocité, le scale, un mesh, une couleur, etc. Donc là, on n'est pas dans un spawn, mais c'est un peu le même type de relation qu'il va y avoir entre l'acteur parent et l'acteur enfant, d'accord? Les parents et les enfants restent toujours connectés, ils n'oublient pas d'où ils viennent. Les enfants ici, même s'ils sont en 1000 morceaux. N'oublie pas de quels parents ils viennent. Vous allez voir que ça pourra nous servir un peu plus tard d'ailleurs. Voilà, donc là, nous, ce qu'on veut, c'est conserver quand même nos loups en un seul morceau. Donc pour ça, on va simplement venir chercher un physics bind. On va le passer directement en joint. Pour des corps, ça correspond un peu plus à ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos loups restent en un seul morceau, donc que les différents bones restent attachés les uns aux autres, mais on veut pas spécialement non plus que les loups entre eux s'accrochent. Donc pour ça, si on descend ici dans l'onglet Proximity Bind, on voit qu'on a ici une option de Family Filtering. Alors c'est une option qui va nous permettre de choisir entre quelles particules les binds vont se faire. Par défaut, les binds se font entre toutes les particules. Moi, je vais choisir ici l'option Bind Siblings. Pourquoi? Tout simplement parce que les siblings, en fait, ce sont les sœurs. Et comme je vous l'expliquais juste avant, les enfants se souviennent toujours de quels parents ils sont issus. Donc là, ce que je leur demande, en fait, c'est de se bind seulement avec les particules qui sont issues du même parent. Donc en fait, leurs particules sœurs. Et vous voyez qu'il y a une différence. Si je mets Bind All, par exemple, on voit que certains loups se bind entre eux, alors qu'en Bind Siblings, les loups restent entiers mais ne se collent pas entre eux. Alors là, juste pour vous montrer, si je rajoute par exemple, si je réactive mon pass follow, on voit que les particules root, donc les acteurs parents, se déplacent. En revanche, les particules rig ici, qui sont physicalisées, ne sont plus du tout influencées par leurs parents. Donc je vais redésactiver le pass follow, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, si on veut un peu customiser la manière dont vont se comporter nos ragdoll, on va venir ici dans le physics bind et on va pouvoir commencer un peu à jouer avec les différents paramètres. Donc le paramètre ici enable collision, ça va simplement autoriser ou non la collision entre les particules qui sont bindées. Donc vous voyez que par défaut il est désactivé. On va le laisser désactiver pour l'instant. On va même ici aller dans le physics shape, cocher ignore start penetration. On va venir cocher ici la valeur settings, movement settings. Tout ça, ça va concerner en fait la rigidité des bindings. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les valeurs ici de spring vont être élevées, plus vous aurez un comportement rigide sur vos particules bindées, d'accord?
On peut très bien monter ici à 100 000. Ce sont des paramètres qui vont dépendre aussi de la qualité de simulation que vous avez ici dans l'onglet Physics de votre TileFlow. Donc par défaut, on a des substeps à 6, on va le passer ici à 12. Et le Post Iteration et Velocity Iteration ici vont permettre aussi d'améliorer la qualité des bindings. Donc ça vous permet d'éviter par exemple les artefacts, les tremblements, etc. On va pour l'instant rester comme ça. On va mettre une valeur extrêmement basse. Et vous voyez qu'on n'a plus du tout la même chose. Je vais afficher ici les bindings. Et on voit que vraiment les valeurs de spring ici vont avoir un impact considérable sur la simulation. Donc je vais repasser à 100 000. Vous pouvez évidemment augmenter le nombre de bindings si vous trouvez que ça manque de rigidité globalement. Je vais le passer à 4. Donc là, chaque particule va pouvoir être reliée à 4 autres particules. Vous pouvez évidemment augmenter la distance si jamais vous avez des bones qui sont trop éloignés les uns des autres. Là, tous les loups regardent dans la même direction. Si je viens par exemple mettre une rotation en random 3D sur mon actor, j'aurai une position de départ qui va être randomisée. Encore une fois, la qualité va dépendre du time step ici, évidemment du TileFlow, mais surtout des substeps pour la simulation physics. Donc je vais repasser mes valeurs de spring ici à 75 000 pour le swing et pour le twist. Je vais aller dans mon actor animation. Si je descends, je vois ici que j'ai des options physics, rigid body, pose matching. C'est des options qui vont me permettre d'essayer de conserver une partie de l'animation, donc mon animation de course en l'occurrence, sur mes personnages en ragdoll. Donc j'ai une valeur de max strength ici que j'ai mis à 10, c'est la valeur de force de l'animation. Et là on voit que mes loups continuent de jouer leur animation alors qu'ils sont physicalisés. Donc là faut pas hésiter dans le physics bind à augmenter les valeurs de spring. Faut pas avoir peur d'aller chercher des valeurs très grandes. Là on voit qu'on a souvent la tête quand même qui se sépare du corps. Je vais rajouter un 0 pour aller chercher dans le million. Je vais passer en bind pose matching. Et là, on voit bien que mes particules continuent, en tout cas essayent de continuer du mieux qu'elles peuvent, leur animation. Vous pouvez évidemment jouer plusieurs séquences les unes à la suite des autres, il suffit de les séparer avec une virgule. Donc là, j'en ai qu'une seule, j'ai qu'une animation de course, mais vous pouvez avoir plusieurs animations séquencées sur votre timeline, sur votre personnage référence, et ensuite les jouer les unes à la suite des autres, par exemple, ou déclencher une séquence d'animation suite à un événement. Alors, petite parenthèse, voyez que là, mon rig, mes particules qui constituent le rig sont des géométries, donc là en l'occurrence des bones 4, d'accord. Il se peut que sur certains rigs, et notamment les rigs que vous allez trouver sur Mixamo par exemple, ou les rigs qui sont générés dans des fichiers FBX, vos particules de rig ne soient pas des bones, mais des helpers. Ça pose pas de problème pour faire de la crowd simulation. En revanche, dès que vous allez toucher aux particules physicalisées, dès que vous allez essayer de faire du ragdoll, ça va poser problème, puisque pour physicaliser une particule, il faut que cette particule ait un mesh. D'accord? Donc là, dans mon cas, j'ai pas ce problème, mais ça m'est déjà arrivé de faire face à ce cas de figure. Donc je vais vous donner un exemple directement. Voilà, donc là j'ai une géométrie qui est skinnée sur 4 objets. Ici je vais avoir une box, et ici 3 dummies, donc des helpers. Maintenant, si je viens créer un actor, que j'ajoute ma géométrie skinnée, que je viens dans mon TileFlow remplacer cet actor ici par celui-ci. Je vais réactiver mon event. Je vais générer le skin. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que sur les 4 objets qui constituent le skin de ma géométrie, j'en ai qu'un seul qui soit réellement une géométrie. Les autres, ce sont des helpers. Et donc ce qui se passe ici, je vais désactiver le mesh, c'est que les seules particules à tomber, ce sont les box. Ce sont les seules qui puissent être physicalisées. Les autres ici ne bougent pas. Vous voyez que mon display affiche une géométrie, pourtant ici, il y a une petite croix. La petite croix ici symbolise le fait qu'il n'y a pas de mesh affecté à la particule. Et c'est le cas puisqu'en l'occurrence, les particules, ce sont des dummies. Alors la solution, c'est de rajouter ici un shape operator. On va passer par exemple en cube. On va mettre une taille suffisamment grande pour qu'on puisse les voir. Donc voilà, maintenant toutes mes particules tombent. Vous voyez? Le problème, c'est que mes dummies ont été remplacés, mais ma box aussi. Ce que je voudrais, moi, c'est remplacer simplement les particules qui n'ont pas de shape. Donc je voudrais simplement remplacer mes dummies. Pour ça, je vais aller dans le filtre de mon shape, en rajoutant la propriété as shape mesh, d'accord? Et je vais venir me mettre en equal à 0, d'accord? C'est une booléenne, hein, 0 ou 1. 0 égale faux,
1 égale vrai. Donc si cette propriété pour la particule est égale à 0, donc si la particule n'a pas de mèche, l'opérateur va s'appliquer sur la particule. Voilà comment on remplace dans le rig des actors les particules qui ne sont pas proprement des géométries. Maintenant, si je trouve que mes particules ne sont pas assez grosses, je peux évidemment venir les faire grossir comme je l'ai fait ici. Le problème, c'est que si je réactive mon mesh, on voit que tout a explosé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que plutôt que d'utiliser des objets prédéfinis dans TypeFlow et modifier leur scale directement dans le shape operator, on vienne créer nous-mêmes, par exemple une box, et qu'on vienne lui dire d'utiliser cet objet. D'accord? Maintenant, si je trouve que mes objets bones ne sont pas assez gros, je peux venir modifier sa taille directement sur l'objet référence. Et vous voyez que ça n'affecte pas du tout le skin. Donc voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer ce cas pratique. Je vais supprimer ces objets. Voilà. Je vais venir chercher mon actor de loup et on va pouvoir reprendre. Alors là, j'ai un objet tout simple, j'ai mon loup, d'accord, qui est skinné sur mes bones. Il faut savoir que TypeFlow ne va pas supporter les skins en cascade. C'est-à-dire qu'il va pas, par exemple, si vous avez un objet skinné sur un objet qui lui-même est skinné sur les bones, TypeFlow ne reconnaîtra pas ce skin. Donc voilà, faut juste le savoir. Vous pouvez évidemment commencer d'abord par créer des loups qui se déplacent, comme on l'a fait tout à l'heure, et venir en faire du ragdoll simplement à partir d'un événement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais éteindre mon TypeFlow, je vais repositionner mon icône, je vais supprimer ici mon shape qui ne me sert plus à rien, je vais créer un event vide auquel je vais relier mon actor, d'accord? Donc là on aura les rigs, le particule, je vais réactiver tout ça, je vais supprimer le random 3D, et voilà. Donc là on a des loups qui se déplacent le long d'une spline, je vais supprimer cet objet, et je voudrais qu'au contact d'un objet, donc je vais prendre par exemple une sphère, mes loups viennent s'écraser sur cet objet. Je vais venir ici rajouter un surface test. Voilà, je vais venir sélectionner ma sphère. Pour l'instant, on voit que mes particules sont dans cet event. Et puis quand elles s'approchent de l'objet, elles sont transférées dans cet event. Je vais simplement augmenter les distances de détection. Donc je vais passer à 1 mètre. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand une particule se trouve suffisamment proche de mon objet, elle soit effectivement envoyée dans cet event. Et je voudrais qu'elle entraîne aussi avec elle toutes les autres particules du rig. Donc pour ça, je vais venir utiliser un opérateur qui s'appelle actor collect. L'actor collect, si on regarde sa description, va nous permettre de récupérer des éléments d'un actor qui ont été dispersés dans différents events. Ça va nous permettre de récupérer rapidement tous les éléments d'un même rig. D'accord ? Nous, on va venir sélectionner ici Collect Rig Siblings, puisque nous, ce qu'on veut, c'est qu'une particule qui arrive ici récupère toutes ses sœurs et les envoie ensuite se faire physicaliser dans cet event. Je vais désactiver pour l'instant le mesh. Et là, on voit bien que l'intégralité des loups qui s'approchent de cet objet sont envoyés dans cet event. Si j'utilisais pas cet actor collect, voilà ce qui se passerait. On aurait une partie des loups seulement. Je vais renommer cet event Ragdoll. En fait, les particules sont testées individuellement et envoyées les unes après les autres dans l'event Ragdoll. L'intérêt d'utiliser l'actor collect ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'intégralité des loups. Ensuite, on peut rajouter par exemple un physics collision. Vous pouvez évidemment modifier les valeurs ici de dynamics, de velocity limits et éventuellement les valeurs de damping pour contrôler votre animation, mais aussi des paramètres de restitution ici ou ici, les valeurs de friction, et les paramètres évidemment du physics bind, d'accord? Après ça va vraiment dépendre de ce que vous cherchez en fait. Donc ici je peux supprimer le display puisque les particules ne restent jamais dans cet event, c'est un event de transition. Donc là on a utilisé un surface test, on pourrait passer par autre chose, ça dépend en fait de la situation et de ce que vous cherchez à faire. Donc je vais désactiver mon surface test, je vais rajouter ici un property test. Dans le property test je vais pouvoir tester, donc dans les propriétés qu'on peut tester, je vois que j'ai accès à des propriétés d'actor animation, donc je vais prendre celle-ci. Actor anim %. L'intérêt de cette propriété, c'est de pouvoir tester le pourcentage de lecture d'une piste d'animation. Donc là, ici, vous voyez qu'on a cette piste, la piste course, qui se joue en boucle. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est venir tester le pourcentage de lecture de cette animation. Donc pour l'instant, on est à 100%. Je vais par exemple le mettre à 1000%, puisque la piste se joue en boucle. Je veux qu'au bout d'un certain temps, donc je vais cacher ça, mes particules parent actor soient envoyées ici. Elles ont joué en fait 10 fois leur animation, puisque 10 fois 100, 1000, d'accord ? Donc quand elles arrivent à 1000% de leur animation, quand elles ont joué 10 fois cette piste en fait, elles sont envoyées ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer l'actor collect que j'avais ici, le mettre ici, aller chercher ici non pas rig siblings mais rig children et venir les envoyer ici. Je vais enlever le collision, c'est juste pour vous montrer, je vais renommer ça en rig. Vous voyez qu'au début, mes particules de rig sont ici.
d'accord? Et quand les acteurs parents ont joué 10 fois leur cycle d'animation, on les envoie ici, on récupère les particules de rig, donc vous voyez qu'ici, cet event s'est vidé de ces particules. Elles ont en fait été rappelées par cet opérateur, actor collect, rig children, et envoyées dans cet event, donc dans l'event ragdoll. Autre cas de figure, je vais désactiver mon property test. Je vais venir créer un autre event, donc je vais utiliser un preset. Je vais venir créer une trentaine de particules à la frame 30 par exemple. Je vais enlever leur shape, on s'en fout. Je vais juste garder le speed et je vais les envoyer dans la direction de l'icône. Donc, je vais en mettre un peu moins. Voilà. Je vais les afficher en dots. Je vais leur donner un groupe. Voilà. Donc je vais leur donner par exemple le groupe 3. Et je vais venir demander à mes particules de rig de détecter la présence de ces particules-là dans un certain périmètre. Donc pour ça, je vais utiliser un property test que je vais mettre en mode neighbors ici. Donc en fait, c'est un test qui va nous permettre de tester la proximité de certaines particules par rapport à celle-ci. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que nos acteurs se transforment en ragdoll si ces particules-là les approchent. Le test, actuellement, il est vrai si le nombre de particules trouvées dans un certain périmètre est inférieur à ce nombre-là. Moi, ce que je veux, c'est que si au moins une de ces particules se trouve à proximité de ces particules, alors le test se valide. Pour ça, je vais passer en greater ici, et je vais mettre cette valeur à 0, puisque plus grand que 0, c'est forcément au moins une. Ici, je vais choisir un périmètre, par exemple 2 mètres. Je vais venir choisir de tester un certain groupe de particules, donc le groupe 3, et je vais venir relier mon property test à cet event. Et vous voyez qu'au passage de ces particules, j'ai bien mes loups qui se transforment en ragdoll. Donc là, on peut imaginer toutes sortes d'interactions. Ça pourrait être des objets qui viennent percuter nos personnages, par exemple. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'on peut comme ça tester à la volée les propriétés et ensuite, en fonction de certains événements, choisir de transformer en ragdoll ou non nos acteurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, on a vu qu'on avait testé le pourcentage d'animation de cette animation-là sur nos particules par an. Ce qu'on aurait pu faire aussi si on avait eu plusieurs séquences d'animation, c'est de dupliquer ici notre acteur animation. Et par exemple, si on avait eu une autre animation, mettons jump, de la jouer dans cet événement. Donc on aurait pu comme ça enchaîner des séquences d'animation en fonction d'événements, sans parler même de physicaliser ou quoi, hein. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut aussi jouer comme ça avec les différentes animations. Un des intérêts de passer par les acteurs, c'est de pouvoir switcher d'animation, faire jouer plusieurs animations les unes à la suite des autres dans un même acteur animation, et on peut comme ça blender aussi les animations entre elles. Je vous invite vraiment à tester, à expérimenter par vous-même les différentes possibilités offertes par les acteurs. C'est assez puissant, il y a beaucoup de choses à faire. Avant de finir sur ce chapitre, je voudrais simplement vous parler aussi des type properties. En fait, quand vous installez Typeflow, vous allez avoir accès à, évidemment, le gestionnaire de particules, mais également une suite de différents modifiers qui vont venir avec. Donc l'un d'entre eux, le type properties, va nous permettre d'assigner des groupes directement aux objets avant même qu'ils soient importés dans Typeflow. Donc par exemple, je prends la tête du loup ici, donc le rig, je lui assigne un groupe, donc par exemple le groupe 9. Donc là, je vais venir simplement créer un torus nut. Voilà. Je vais venir dans mon event rig rajouter un opérateur shape dans lequel je vais venir piquer mon torus. Donc là, on voit que tous nos bones ont été remplacés par des torus. Je vais rajouter un filtre à mon shape en lui disant de n'affecter que les particules du groupe 9. Et donc là, j'ai remplacé la tête de mes loups par un torus nut. Alors, ça sert à rien, évidemment, mais il y a plein d'applications qu'on peut trouver à ce genre d'utilisation des type properties. Par exemple, vous pouvez affecter une masse plus ou moins forte à certains objets du rig. Si par exemple vous avez des personnages et que vous voulez qu'ils s'accrochent à un mur, mais que ce soit simplement leur main qui s'accroche au mur, vous mettez un type properties sur les bones de la main, et ensuite vous pouvez paramétrer le physics bind pour qu'il n'affecte que les mains. Donc voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Sachez que les type properties sont pris en compte par le shape, ils sont pris en compte par les actors, et ils sont pris en compte aussi par le burst object. Donc tous les objets que vous importerez dans Typeflow, soit par le burst object, soit par l'actor, soit par le shape operator, récupéreront les propriétés du type properties. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors n'hésitez pas également à modifier directement le rig de façon à ce qu'il soit plus utilisable pour du ragdoll. Là, vous voyez que j'ai des objets très anguleux, très carré quoi. Disons que c'est pas forcément l'idéal quand vous cherchez à avoir des comportements plus organiques, donc n'hésitez pas à rajouter par exemple des turbo smooth ou modifier directement les bones pour avoir quelque chose de moins anguleux. Pareil, il faut bien comprendre que les collisions vont se faire avec les bones et non pas avec le mesh généré par l'actor.
Donc plus vous aurez un rig qui match au mieux aux dimensions de votre mesh skinné, plus vous aurez un comportement réaliste. Et plus vous éviterez les interpénétrations entre les personnages par exemple. On va parler un petit peu du tie prop. Alors le tie prop c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de rajouter des accessoires aux acteurs. Donc j'ai modélisé ici 2 chapeaux différents. J'ai créé un tie props, j'ai ajouté mes 2 chapeaux à mon tie props. J'ai linké mon tie prop à la hiérarchie, donc je l'ai simplement linké aux bones de la tête. Et j'ai ajouté ce tie props dans mon tie actor. D'accord? Tie prop ici. Alors je vais enlever le mesh. Et là vous voyez que mes chapeaux sont apparus sur la tête de mes loups. Donc l'intérêt c'est de pouvoir rajouter comme ça à la volée des accessoires. Et ça va randomiser automatiquement la distribution de ces accessoires sur vos personnages. Maintenant si je veux avoir l'affichage du mesh et mes petits chapeaux, mais sans le reste des bones, je vais passer par un event intermédiaire. Donc je vais créer un event en géométrie. Je vais venir me servir d'un property test, venir chercher la propriété isBoneParticule pour trier les particules qui sont des bones de celles qui ne le sont pas. Donc, équal à 1. Et là, vous voyez que j'ai bien ici mes 10 chapeaux, puisqu'il y en a un par personnage. Et ici, j'ai récupéré mon rig, d'accord? Maintenant, si je me déplace dans la timeline, vous voyez que puisque les chapeaux sont attachés à la hiérarchie du rig, ils sont considérés eux-mêmes comme faisant partie du rig, donc forcément ils vont être envoyés dans l'event ragdoll, et c'est tout l'intérêt d'utiliser les tie props. Vous voyez qu'ils sont même bindés aux objets. On peut venir rajouter par exemple sur notre tie prop un tie properties, lui mettre un groupe par exemple 12, et venir ensuite dans nos tie flow demander à notre physics bind dans ses filtres de ne pas être actif sur les particules du groupe 12, donc not equal à 12, avec un filtre de groupe, vous voyez, et avec ici, dans le proximity bind, de choisir la propriété not equal à 12, d'accord? Et là, on voit bien que nos chapeaux ne sont plus bindés au reste des loups. Ils tombent en dessous du sol, parce que comme ils ont un groupe différent, il faut aller ici, dans les paramètres physiques de notre tie flow, choisir le groupe 12, d'accord? Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. On a fait quand même un tour d'horizon assez complet, je pense, autour des acteurs. La prochaine vidéo, je pense, va être consacrée au fluide. Donc on verra un peu comment créer des interactions entre TieFlow et des plugins style FumeFX ou PhoenixFD par exemple. Et on verra également comment mesher nos particules avec Frost ou TieMesher. Et puis je vous montrerai le VecMap Tool qui est un plugin qui permet de driver nos particules en peignant en fait sur des surfaces. On verra aussi un peu de Krakatoa. Donc voilà, abonnez-vous pour pas rater ça. À bientôt!